Bonjour à tous, bonjour à ceux que j'ai pas eu le temps de saluer, qui sont arrivés après lorsque nous étions avec la presse, lorsque nous étions en conférence de presse. Donc d'abord merci à tous pour votre présence, merci aux conseillers régionaux également qui nous accompagnent, qui viennent d'autres départements, Nathalie Aubert, Eliane Klein qui viennent d'Alsace, Pierre-François, mon adjoint évidemment, et puis Edwige Diaz, notre nouvelle vice-présidente du parti chargée de l'implantation locale depuis le dernier congrès, où ça ne vous aura pas échappé, c'est Jordan Bardella qui est devenu notre président. Jordan Bardella que nous avions reçu il y a quelques semaines sur la foire de Pousset, et c'était effectivement un vrai succès puisqu'il a reçu un accueil exceptionnel, comme avait reçu d'ailleurs Marine Le Pen l'année précédente. Donc là aujourd'hui je vais pas être très long parce que c'est vrai que le temps est compté et puis Edwige a un emploi du temps assez chargé, donc même très chargé, devrais-je dire. Donc je vais directement lui passer la parole, comme ça vous pourrez après profiter pour la rencontrer, discuter, échanger avec elle. C'est aussi l'occasion dans ces événements de discuter avec nos cadres nationaux et des problématiques locales. Et donc je lui passe sans plus attendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer en arrivant. Merci beaucoup Sébastien pour ton invitation pour laquelle j'ai répondu avec beaucoup de plaisir. Parce que oui, tu l'as dit, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une journée un peu intense. Ce que disait la journaliste, c'est que oui, vous êtes motivée, Madame Diaz. Oui, c'est vrai, je ne vous cache pas, je me suis réveillée à 4h30 ce matin parce que j'avais un avion à 6h30 qui m'a fait passer par Paris, et puis après, du coup, Pierre-François est venu me chercher à l'aéroport, merci beaucoup. Et cet après-midi, je dois aller rejoindre nos amis dans la Fédération du Jura. Voilà. Et après, je rentre chez moi tard ce soir, et demain matin, je serai en circonscription parce qu'à 7h30, je vais visiter la centrale nucléaire qu'il y a sur ma circonscription. Voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à être avec vous parce que j'ai pas mal de choses à vous communiquer. Je voudrais aussi qu'on prenne un temps pour les questions-réponses parce que l'avantage d'être en comité assez restreint, ça peut vous permettre vous aussi de poser un certain nombre de questions. Alors, ce que je voulais vous dire pour commencer, c'est que 89 députés à l'Assemblée nationale, c'est quand même quelque chose que certains attendaient depuis très longtemps. Voilà, je sais qu'on a beaucoup de nouveaux adhérents au RN. D'ailleurs, sachez qu'il y a 15 000 nouveaux adhérents qui ont pris leur carte sur septembre et octobre. Donc c'est considérable. Mais on n'oublie pas pour autant nos anciens, voilà, ceux qui sont là depuis plusieurs décennies, qui ont collé beaucoup d'affiches, distribué beaucoup de tracts et qui ont rêvé un jour de voir tout cela se produire. Et je pense vraiment qu'on peut rendre hommage à nos plus anciens. Donc sachez que les députés du Rassemblement national, on a vraiment pris la mesure de ce poids qui pèse sur nos épaules. C'est pour ça que, grâce à Marine, qui est une excellente présidente de groupe, eh bien, nous mesurons cette responsabilité et donc nous honorons la confiance que les électeurs nous ont fait. C'est-à-dire que nous sommes un groupe très assidu. Et je vais même vous dire, nous sommes le groupe le plus assidu de l'Assemblée nationale. Les autres groupes se caractérisent ou par leurs outrances, et là bien sûr je pense à la NUPES, mais on aura l'occasion d'en reparler, ou par leur absence. C'est le cas des Républicains qui ne sont jamais là. Jamais là. Et puis les macronistes, eh bien eux, ils savent plus trop où ils habitent, ils savent plus parce que vous comprenez, pour eux c'est compliqué les pauvres bichons, parce que sous l'ancienne législature, ils étaient tellement nombreux que même s'ils ne siégeaient pas, eh bien les textes passaient, parce qu'ils votaient comme un seul homme, on les appelait, c'est bien pour ça qu'on les appelait les députés godillots. Sauf que là c'est nouveau pour eux, c'est que grâce aux oppositions, eh bien on arrive à faire échouer. On arrive à faire tomber des textes qui seraient dangereux, que nous considérons dangereux pour les Français. Donc on arrive ou à faire
tomber des textes ou alors à faire passer des amendements et souvent contre leur avis. Donc ça veut dire qu'ils se font rappeler régulièrement à l'ordre et on leur dit bah oui hein, mon petit gars il faut que tu sois là, mais du coup c'est compliqué pour eux, ils sont fatigués, ils n'ont pas l'habitude de tout ça. Donc voilà un peu l'environnement dans lequel on évolue. Je peux peut-être vous dire que donc nous en fait on vote à chaque fois qu'un texte va dans le bon sens. On ne regarde pas d'où il vient. Parce que nous ne sommes pas frappés du sceau du sectarisme. C'est-à-dire quand un texte s'est inspiré de notre programme, parce que ça aussi, ils ne nous le diront pas, mais nous, on voit bien ceux qui viennent chez nous, donc ou quand un texte est inspiré de notre programme, ou alors qu'ils ont eu une bonne idée que nous n'avions pas eue, et bien à partir de ce moment-là, nous votons le texte parce que nous pensons intérêt supérieur des Français. Ce qui n'est malheureusement pas la même chose, la réciproque n'est pas vraie. Il faut savoir, et ça vous pouvez le dire si vous connaissez des députés qui sont d'autres couleurs politiques, les autres votent systématiquement contre nos propositions. Voilà. Mais ça ne les honore pas. Ça ne les honore pas parce qu'en fait, ils deviennent ridicules parce qu'ils en viennent à voter contre des propositions que nous, on a piquées dans leur programme. Donc en fait, ça veut dire qu'ils votent contre leur programme. Et ça, les gens commencent à s'en rendre compte. En tout cas, moi, je le vois. Donc, je suis élue dans une circonscription très rurale, un peu les mêmes caractéristiques que votre département, parce qu'en fait, en Gironde, il y a Bordeaux, mais pas que. Donc, moi, je suis élue dans une circonscription au nord de la Gironde, très rurale. Et puis, les gens nous le disent. Voilà, les gens nous le disent. Au moins, on voit que vous, le RN, eh bien, c'est sérieux. Vous êtes là, vous répondez présent. Vous n'oubliez pas le terrain pour autant. Et au moins, vous pensez à nous. Voilà. Et je pense que c'est ce qui fait notre force. Et c'est pour ça qu'on va continuer tous ensemble de bien travailler pendant 4 ans, parce que, c'est ce que j'ai dit aux journalistes, nous on ne fait pas de mystère. En 2027, on veut gagner. Voilà, évidemment qu'on veut gagner, parce qu'on ne peut plus laisser le pays aux mains de ces personnes-là. Je vous disais, les NUPES, c'est terrible. La semaine dernière, on a voté une loi qui s'appelle la LOPMI. Donc c'est une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. C'est une loi une petite loi, mais qui vise à renforcer quelques moyens de la police. Donc c'était une bonne chose. Nous l'avons votée, même si évidemment nous aurions aimé qu'elle soit écrite un petit peu différemment pour soutenir encore davantage nos forces de l'ordre. Mais il faut savoir que les NUPES ont quand même déposé un amendement visant à démanteler la BAC. Parce qu'ils ont dit que la BAC était source de fractures dans la société et qu'ils étaient extrémistes et dangereux, et donc en gros s'il y avait des problèmes dans les cités c'était à cause d'eux. Non mais il faut quand même tomber sur la tête pour dire ça. Ce qui s'est passé, je peux vous dire un mot de ce qui s'est passé jeudi. Jeudi c'était la niche parlementaire de la France Insoumise. Ça doit vous parler, vous avez dû en entendre un petit peu parler à la télé. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'une niche parlementaire ? Donc une niche parlementaire, en fait, c'est chaque groupe politique a le droit d'être maître de l'ordre du jour pendant une journée. Une journée qui dure de 9h à minuit. C'est-à-dire qu'après minuit, même si le texte, on n'a pas fini d'étudier, eh bien c'est pas grave, il est stoppé. Nous, notre niche parlementaire, elle aura lieu le 12 janvier. Donc on aura le temps de vous en reparler, mais là, c'était la niche parlementaire de la France Insoumise. Bon, ils nous ont fait de la comédie comme pas possible. Puisqu'au début, ils voulaient proposer le SMIC à 1 600 € et une commission d'enquête sur les Uber Files. Donc le SMIC à 1 600 €, vous savez que nous, on n'y est pas favorable parce que nous disons que ça va trop pénaliser les chefs d'entreprise qui ne pourront pas payer les charges. Mais en revanche, nous proposons un deal gagnant-gagnant, c'est-à-dire nous proposons aux chefs d'entreprise, nous leur proposons une mesure incitative. Nous leur disons, écoutez, vous augmentez les salaires de vos salariés de 10%, pour les revaloriser, parce que la vie aujourd'hui est très chère. Donc vous revalorisez les salaires, mais du coup, l'État prend sa part de responsabilité, prend sa charge, et ne vous affecte pas de charges patronales. Comme ça, c'était bien pour tout le monde. Mais du coup, quand même, le SMIC à 1 600 €, ça méritait un débat, et on aurait pu faire passer un certain nombre d'amendements. Bon, finalement, ils ont décidé de s'asseoir dessus. Ils ont décidé de retirer de l'ordre du jour ce sujet. Ensuite, les Uber Files, ça aurait été très intéressant parce que les Uber Files, vous savez, il y a peut-être derrière un scandale d'État. C'est quand Macron, quand il était ministre de l'économie, avait favorisé l'installation des Uber en France au détriment des taxis, et tout ça, ça s'est fait dans des conditions très très opaques. Et justement, cette proposition de résolution visait
à mettre en lumière les éventuels liens obscurs entre Macron et cette grande société. Et donc moi j'ai été particulièrement étonnée de voir que les NUPES avaient retiré aussi ce texte, parce que eux qui se prétendent être les premiers opposants à Macron, vous savez, ils nous ont fait le coup du Premier ministre, ils nous ont fait tous ces coups-là, et dans l'hémicycle, il faut savoir qui crie, qui gesticule, qui vocifère, ils ont un comportement indigne. Donc là, c'était une occasion idéale pour mettre en lumière, justement, quand tu es opposant à Macron, et bien du coup, justement, tu essayes de mettre en lumière ce qui peut le mettre en difficulté. Là aussi, ils l'ont retiré. Tout ça pourquoi ? Pour faire voter 2 lois, donc une sur l'IVG, qui finalement a été vidée de sa substance, et pour mettre sur la table la question de la corrida. Je pense que dans les Vosges, on s'en fiche un peu de la corrida. Voilà. Nous, alors pas beaucoup, mais c'est vrai que chez nous, en sud-ouest, c'est un peu plus... Mais c'est vrai que bon, c'est un sujet qui concerne peut-être un peu moins certains des départements. Mais là, c'est pareil, en fait. On entend Aymeric Caron, Monsieur Moustique... Vous voyez qui c'est. Pendant 2 semaines, il a fait de la mousse. Tous les journalistes nous ont posé la question. Alors, vous avez voté pour, contre la corrida, pourquoi, machin, etc. Et au final, il dit, voilà, au final, il retire le texte. Mais on a appris en parallèle qu'il a rédigé un livre. Et comme par hasard, son livre, il sort là. Voilà. Donc, bon, vous voyez, ces gens ne sont pas sérieux. Ces gens ne sont pas sérieux. Et donc en fait, parce que tout ça, on perd du temps. Donc, je vous ai dit, c'est entre 9h et midi, avec 3h30 de pause dans la journée. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas traîner. Donc, on a passé 6 heures sur l'IVG. Et au final, donc après, on a passé 1h30 sur la corrida ou 1 heure sur la corrida avant qu'il dise je sorte mon texte. Donc, en fait, il restait que quelques heures pour faire passer un sujet éminemment important, qui était la question de la réintégration des personnels de santé et des pompiers. Voilà. Donc, ça veut dire, en fait, ils nous ont fait le cirque toute la journée. Et arrivé le soir, eh bien, il fallait aller vite. Et là, le gouvernement, la majorité sont entrés en scène et nous ont offert un spectacle pitoyable. Parce qu'en fait, les macronistes, je vous disais, donc ils sont très fatigués, les pauvres, donc ils sont pas trop là. Et donc là, à 21h le soir, c'est compliqué. Voilà. Donc en fait, il y avait une désertion de macronistes. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de macronistes, très peu de macronistes dans l'hémicycle. Donc le premier amendement qui a été déposé, c'est un amendement de rejet, c'est-à-dire en fait, qui a été déposé par les macronistes. Donc en fait, les macronistes voulaient que la loi ne soit pas analysée. Et comme toutes les oppositions, nous on était quand même très présents, et bien en fait leur amendement, poubelle. Donc en fait, ils ont été mis en difficulté une première fois. Et là, ils se sont rendus compte que le texte, il allait passer, et donc ils ont mis en place un certain nombre de stratagèmes indignes. Donc je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Ils ont passé leur temps à faire des suspensions de séance pour réfléchir. Voilà. En fait, c'est juste parce qu'ils savaient que comme il fallait qu'on arrête à midi, voilà, leur tournée. Donc ils ont gagné du temps. Ils se sont servis de la pause qui est à 20h et après on revient à 21h30 pour déposer, parce que ça ils ont le droit de le faire, des sous-amendements. C'est-à-dire en fait, parce que donc c'est un peu technique, mais en fait on a la loi, on dépose un amendement, on doit déposer les amendements peut-être 1 semaine avant l'étude de la loi, mais après ce qu'on a le droit de faire le jour même, c'est de déposer des sous-amendements. Donc ça veut dire on va dîner à 20h, on revient à 21h30, qu'est-ce qu'on voit? Qu'ils avaient déposé plus d'1 centaine de sous-amendements. Des sous-amendements qui ne rimaient à rien. Ils ont remplacé par exemple des agents par du personnel. À chacun et à chacune. Enfin, vous voyez vraiment de l'obstruction. Donc ça veut dire, nous, on revient du dîner et on voit, voilà, 150 amendements. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que nous, on retire les amendements. Parce que si vous faites tomber l'amendement, ça fait du coup tomber les sous-amendements. Vous voyez le principe. Sauf que les seuls qui ont le droit de déposer des amendements à la dernière minute, c'est le gouvernement. Et donc là, il y avait les 3 ministres qui étaient là. Il y avait donc une illustre inconnue, je ne sais même plus comment elle s'appelle, enfin une sous-ministre de la Santé, je pense. Bon, bref. Il y avait Braun, donc le ministre actuel, et ils avaient été chercher Véran, qui est porte-parole du gouvernement, mais qui est ancien ministre de la Santé. Donc en fait, ils avaient les 3 ministres qui étaient là, parce que comme c'est les seuls qui pouvaient déposer des amendements, ils ont déposé des amendements. Et les seuls qui ne sont pas limités dans leur temps de parole, ce sont les ministres. Donc en fait, comment ça se passe quand on étudie un amendement? Il y en a un qui vient défendre son amendement, il y a quelqu'un qui est pour, donc qui rajoute, il y a quelqu'un qui est contre, donc qui dénonce, et après on demande l'avis du rapporteur, du coup qui était favorable parce que c'était une France insoumise, et on demande l'avis du ministre. Voilà. Sauf qu'en fait tout le monde est minuté,
sauf les ministres. Et donc là, on a eu droit au bal de ces 3 ministres qui sont venus perdre du temps, parler tout doucement, et Véran, il nous a refait l'histoire du Covid, quoi. Voilà. Et donc, en fait, ils ont fait exprès pour perdre du temps. Donc, les esprits se sont échauffés, parce qu'ils ont vraiment fait de la provocation. Et les NUPES, comme ils ne savent pas se tenir, ils ont failli se battre. Il faut savoir que jeudi soir à l'Assemblée nationale, ça s'est pas vu à la télé, parce que quand il y a des suspensions séances, on coupe la télé, les journalistes et le public doivent sortir, et nous, on n'a pas le droit de filmer. Mais je vous le dis, jeudi soir, il a failli y avoir une émeute à l'Assemblée nationale. Vraiment. Parce que les macronistes faisaient de la provoque, les NUPES ne savent pas se tenir, et donc on a vu, moi j'ai vu ça, mais incroyable, vous savez comment c'est fait l'Assemblée nationale, on est tous comme ça, puis il y a des travées, et donc j'ai vu pour la première fois les huissiers, donc vous savez les huissiers, ils sont avec leur costume 3 pièces, tout ça, en général ils sont assis en bas de l'hémicycle, et puis souvent c'est ceux qui donnent les petits mots. Vous savez, comme si on ne pouvait pas s'envoyer texto, mais bon, ils sont payés pour donner les petits mots. Mais là, donc en fait, les huissiers ont été dans les travées pour faire pour empêcher les gens de se taper dessus, quoi. Les huissiers de l'Assemblée nationale sont devenus des videurs de boîtes de nuit. Et donc incroyable. Donc nous, bien sûr, on est resté très calme parce qu'on savait très bien que de toute façon, s'il y en avait un qui devait prendre, ça serait nous. On a bien vu ce qui s'est passé avec l'affaire de Grégoire de Fournas, où dans l'affaire, on est totalement innocent, mais on a quand même pris 2 mois d'exclusion. Donc moi, à un moment donné, je me suis dit, s'ils se tapent dessus, mais combien de mois ils vont prendre? Donc voilà, tout ça pour dire que ça a été un spectacle affligeant. Et que bien évidemment, à minuit, on n'avait pas fini d'étudier ne serait-ce que le début du commencement du texte. Donc le texte n'a pas été étudié. Voilà. Aux grandes dames, et bien du coup, de tous ces professionnels de santé qui ont été en première ligne pendant le Covid, qui se sont battus avec très peu de moyens. Moi, j'oublierai jamais toutes ces infirmières qui se sont fait des blouses avec des sacs poubelles. Tous ces gens à qui on a menti en leur disant le masque ne sert à rien, alors que le masque c'était le seul truc qui pouvait nous protéger. Et donc voilà, donc en fait ces gens sont vraiment les grands sacrifiés de la politique minable de la majorité. Donc voilà un peu, donc on ne s'ennuie pas. Voilà, alors tous les jours ne sont pas comme jeudi, mais c'est quand même assez mouvementé. Je veux revenir un petit peu, si vous voulez, sur l'affaire Grégoire de Fournas, pour vous dire à quel point les autres sont d'une malhonnêteté incroyable. Donc ce qui se passe, c'est que le mardi après-midi, on a ce qu'on appelle les questions au gouvernement. Je pense que tout le monde sait que l'Assemblée nationale, c'est souvent la foire d'empoigne, et pendant les questions au gouvernement, c'est le cirque. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Voilà, ça nous fait pas plaisir, mais c'est comme ça depuis des décennies, et donc on sait que c'est agité. On a la question des bateaux de migrants. On commençait à parler un peu de l'Ocean Viking, qui est quand même une honte, soit dit en passant. Fiasco. Complètement fiasco, ça c'est clair. Et donc, il y a un député de la France Insoumise qui dit oui, en gros, qu'est-ce qu'on fait de ces bateaux? Grégoire de Fournas dit qu'il retourne en Afrique. Les bateaux, évidemment. Sauf que la NUPES, comme ils sont, je vous dis, ce sont des comédiens. Voilà, ce sont des comédiens. Et bien tout de suite, voilà, ils ont hurlé. Voilà, des sinistres comédiens, ils se sont mis à hurler, du coup suspension de séance, etc. Les macronistes, fourbes comme ils sont, eh bien ils se sont engouffrés dans la brèche. Et les LR, eh bien les LR, je vous le dis, ce sont des traîtres, pour le coup. Eh bien les LR, voilà, c'est pareil. Donc en fait, nous avons tous été obligés de nous soumettre à une sanction injuste parce qu'injustifié, en fait, Grégoire de Fournas. Du coup, je connais bien, parce que moi, je suis déléguée départementale de la Gironde, et Grégoire est mon adjoint à la Fédé. Donc voilà, on se connaît très très bien, donc on est tous les deux députés, et on dirige la Fédé. Mais voilà, en fait, il a été injustement sanctionné par nos opposants politiques. Voilà. Pour tumulte, non pas pour... Exactement, mais tout à fait, c'est ça. C'est qu'en fait, comme il a bien été avéré qu'il ne parlait pas aux collègues bilongo, mais qui parlait bien des bateaux, parce que oui, c'est dans notre programme, nous disons, les bateaux, il faut les secourir, mais il faut les ramener dans leur port d'origine, ou à minima dans des ports sûrs de la côte africaine. Voilà, comme dit Marie, on peut ramener les bateaux au Maroc et en Algérie et en Tunisie. À notre connaissance, ce ne sont pas des pays en guerre, il y a même des Français qui y vont en vacances. Donc pourquoi les ports ne seraient pas des ports sûrs? Voilà, plutôt que de faire venir, de leur faire parcourir des kilomètres et de les faire accoster sur nos côtes. Voilà.
tout le monde se rend compte de ça, donc on commence à avoir pas mal de soutien, mais les autres, voilà, en fait, ils se sont rendus compte qu'évidemment l'accusation de racisme ne tenait pas, et donc ils ont dit, en fait, ils ont mis en cause Grégoire pour avoir causé du tumulte. Mais c'est là que je vous dis, l'Assemblée nationale, c'est la foire, tout le monde le sait, il suffit de regarder LCP, donc tout le monde sait très bien que, et surtout au moment des questions au gouvernement, c'est comme ça. Donc là, ils ont fait un peu les vierges effarouchées, et nous avons été victimes de leur manipulation. C'est pour ça que jeudi soir, je peux vous dire que nous, on était tranquilles sur nos rangs, parce qu'on s'est dit, s'il y en a un qui lève le petit doigt, ça va encore nous tomber dessus. Mais voilà, mais du coup, il y a eu du tumulte, mais là, il n'y a personne qui a été sanctionné. Il y a même un collègue de l'IOT, donc là, c'est un petit groupe indépendant, outre-mer, etc. Je crois que vous en avez un dans le... Oui, voilà. c'est M. Christophe-Angela, le député ici. Voilà, ouais, c'est ça, donc, il fait partie du groupe l'IOT. Et donc, en fait, il y a un collègue... donc des Outre-mer, qui en plus disait quelque chose de sérieux. Mais il en avait marre de cette obstruction. Et donc, il y a un macroniste qui a fait le kéké, qui provoquait tout le monde depuis le début de la soirée. Et donc, ce député lui a dit « Toi, tu la fermes ». Ok, c'est pas élégant, mais en même temps, tout le monde le pensait, quoi. Voilà. Mais lui, et tant mieux pour lui, mais c'est juste pour vous dire le deux poids, deux mesures. Lui, il n'a pas eu de sanction. Voilà, il n'a pas eu de sanction. Donc voilà, donc nous on sait que rien ne nous sera pardonné, mais d'un autre côté, tout le monde se rend compte de la manipulation des autres. Moi je vais vous dire que quand je vais dans ma circonscription, donc j'y étais hier et j'y retourne demain, les gens ils me le disent quoi. Hier matin j'ai été faire un marché pour distribuer les nouveaux tracts là que vous avez dû recevoir aussi, l'alternance. Il faut aller les chercher, parce qu'après il faut que les gens ils en prennent. Donc ils n'ont rien à faire dans la voiture ces tracts, il faut aller les chercher. C'est pour les distribuer après. Donc voilà, donc j'étais sur le marché pour distribuer ces tracts, et puis les gens sont venus nous voir en me disant bon voilà, il est plus qu'urgent que vous arriviez au pouvoir, parce qu'honnêtement c'est pas sérieux quoi. C'est pas sérieux. Je veux dire, l'Assemblée nationale est rythmée par le 49.3. Elle nous en a mis un 6e. 49.3, et il risque d'y en avoir encore un ou deux autres. C'est pas fini. Donc ça veut dire que... Il n'y a pas moyen de bloquer ? Alors non, en fait, sur le 49.3, on peut déposer une motion de censure. Donc, je vais vous parler de la motion de censure. Tiens, ouais. Ce qui s'est passé, notamment sur la première motion de censure. Là, ça a été un des moments, je crois, les plus forts de ce qu'on a vécu à l'Assemblée. Donc en fait, quand un gouvernement décide de mettre un 49.3, ça veut dire que c'est un signe de fébrilité. Ça veut dire que même dans sa majorité, c'est un peu compliqué et qu'ils n'ont pas été suffisamment bons et suffisamment rassembleurs pour s'octroyer les votes favorables des oppositions. Donc en gros, ça veut dire que ou ils n'ont pas écouté les gens, ou ils ont été très mauvais, et en l'occurrence, c'était les deux. Donc ce qu'on peut faire, en fait, c'est que les oppositions, en réponse à un 49.3, déposent ce qu'on appelle une motion de censure. Donc en fait, une motion de censure, c'est quelque chose qui vise à renverser le gouvernement. C'est-à-dire on envoie un signal fort au gouvernement en disant écoutez, on n'est pas du tout d'accord avec vous, et comme vous engagez votre responsabilité, et ben nous, voilà, votre responsabilité qu'elle aille jusqu'au bout, nous on veut vous renverser. Ça n'est pas un programme politique commun. C'est juste un outil dont les oppositions peuvent se servir en commun pour atteindre un but commun, c'est-à-dire le renversement du gouvernement. Et en général, s'ensuivent des élections législatives. Voilà. Donc une dissolution. Et donc nous on décide de déposer une motion de censure, et la NUPES aussi. La NUPES avait dit, nous on votera jamais, voilà, dans le sectarisme qui les caractérise tant, nous on votera jamais, motion de censure du RN, etc., etc. Bon, nous on a lu leur motion de censure, il n'y avait rien de scandaleux, ils disaient en gros la même chose que nous, ce qu'a fait Bande c'est pas bien, elle n'a pas écouté les oppositions, elle n'a pas écouté les citoyens, et donc du coup, le seul truc salvateur qu'on peut faire, c'est renverser ce gouvernement. Donc, on n'avait pas encore pris une décision définitive. Et puis le week-end, on a tous été sur nos circonscriptions et les gens nous l'ont dit, votez le truc de la NUPES pour nous donner une chance de repartir voter, quoi. Donc, comme leur motion de censure, elle n'avait rien de scandaleuse, Marine nous réunit en réunion de groupe qu'on a de manière hebdomadaire tous les mardis matins à 11h. Et Marine nous dit, bon écoutez, je pense, si tout le monde est d'accord, mais elle dit, moi j'ai entendu beaucoup de monde ce week-end qui m'a dit, bah oui, mais en fait tout le monde avait entendu ça ce week-end-là.
Et donc Marine dit, bon, nous allons voter la motion de censure de la NUPES. Elle dit, par contre, vous ne dites rien à personne. Donc du coup, on sort de la salle, les journalistes, vous savez comment ça se passe, il y a la salle des 4 colonnes, l'Assemblée nationale, tous les journalistes, alors, vous avez voté, un mot, machin. Donc, on dit rien, on s'en va, on s'assoit. Sagement, on était tous là, comme d'habitude, on était tous là. Et donc arrive le moment où Marine monte à la tribune, elle commence à taper sur Borne, à juste titre, rappeler les errances, tout ça du gouvernement. Et sur la fin, parce que bon, nous on savait qu'elle allait le dire, puis comme on connaît Marine et comme on savait qu'elle avait le droit à 5 minutes de temps de parole, on savait à peu près quand est-ce que ça allait arriver. Donc à ce moment-là, j'arrête de regarder Marine, je regarde la NUPES du coup qui sont en face de moi, et là Marine dit, eh bien du coup, parce que nous sommes cohérents avec nous-mêmes, etc., nous allons voter toutes les motions de censure de tous les bancs de l'hémicycle. Elle se retourne vers les NUPES pour dire du coup qu'elle allait voter leur motion de censure. Et là, je les ai vus en PLS. Parce que eux qui sont toujours pros, mais je vous assure, c'est le cirque hein, dans leur coin. Hein. Déjà, ils sont habillés n'importe comment, ils passent leur temps à hurler, on ne sait pas ce qu'ils disent, ils gesticulent, enfin, c'est vraiment terrible. Et là, je les ai vus, même les plus virulents d'entre eux, même ceux qui gesticulent le plus, même les plus actifs d'entre eux, et bien là, pendant 2 secondes, il y a eu plus de son, plus d'image. Voilà, plus de son, plus d'image pendant 2 secondes. Après, tant que ça monte au cerveau, ils se sont dit « Ah, elle vient de dire qu'elle allait voter notre truc », donc du coup, ils ont commencé à se retourner, quoi, panique à bord. Donc c'était, honnêtement, voilà, c'était trop bien. Et du coup, ils n'étaient pas du tout préparés à cela, parce que l'orateur d'après, c'était l'orateur du Parti communiste, du coup, qui n'a pas du tout eu le temps d'adapter son discours. Donc, du coup, il passe après, il tape sur Borne, etc. Et puis sur la fin, alors c'est quand même le président du groupe du Parti communiste, donc c'est un gars qui a plusieurs mandats derrière lui, donc c'est quand même quelqu'un qui ne se fait pas déstabiliser par grand-chose. Mais là, on voyait le pauvre gars, on lui avait tellement coupé l'herbe sous le pied qu'il a fini son discours en disant « Et puis pour la motion du Front National, et ben nous, on votera jamais avec les racistes, au revoir !» Voilà. Incroyable. Et après, donc, il a fallu aller faire la conférence de presse, parce que comme on avait bien gardé le secret, aucun journaliste n'était au courant. Et donc, les journalistes ont dit oui, pourquoi ? Et donc, ça a dit mais nous, on n'est pas sectaires. Voilà, on n'est pas sectaires. Et puis, les gens nous l'ont demandé. Par contre, il y a un vrai problème avec la NUPES qui, eux, n'ont pas voté la nôtre. Alors, on a posé une question à la NUPES. On leur a dit mais en fait, si vous voulez renverser le gouvernement, il fallait que vous aussi, vous votiez la nôtre. Donc, pourquoi vous ne l'avez pas voté ? Est-ce que c'est parce que finalement, vous ne voulez pas renverser ce gouvernement ? Donc ils ont perdu beaucoup de crédibilité, ça a fait des histoires comme pas possible dans leur rang, parce qu'il y en a qui étaient contents, d'autres pas contents, qu'on ait voté la leur, pas voté la leur, voté la nôtre, pas voté la nôtre, enfin j'ai un imbroglio politique terrible, et donc il y en a un de chez eux qui a dit, eh ben puisque c'est comme ça, la prochaine fois, on fera une motion qui sera invotable par le Rassemblement National. Donc en fait, ils ont inventé le concept de motion de censure invotable. Voilà. Donc du coup, mais si tu ne votes pas une motion de censure, du coup, pourquoi tu la déposes ? Puisque si tu la déposes pour pas renverser le gouvernement, ben dans ce cas-là, abstiens-toi. Voilà. Donc en fait, ils se sont ridiculisés totalement. Ils ont fini de perdre leur crédibilité, surtout que tout ça c'était à l'époque Quatennens, etc. Après on a eu l'affaire Bayou, entre-temps il y a Sandrine Rousseau, enfin je veux dire, bon, ils sont très mal, voilà. Donc voilà, les NUPES ils sont mal, les macronistes ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus, les LR ils sont plus là, donc du coup il reste vraiment que nous, et vraiment on a tous un rôle à jouer pour 2027, parce que là on va... Je fais encore un petit point sur l'actualité de l'Assemblée nationale. Je vais vous parler de Darmanin et de sa loi sur l'immigration. Voilà. Donc vous savez qu'à partir du mois de janvier, on va lutter contre l'immigration. Sauf qu'en fait, pas du tout. Vous avez dû voir ça dans la presse. C'est une loi qui vise à régulariser les clandestins par un moyen détourné qui s'appelle les métiers en tension. Alors ça, c'est incroyable. Donc pour information, c'est moi qui serai référente de ce texte à l'Assemblée nationale pour le RN. Et donc Darmanin a commencé les consultations. Parce qu'il avait annoncé cet été que d'ici la fin de l'année, ça serait voté parce qu'il faut lutter contre l'immigration. Sauf qu'entre-temps, il y a eu l'Ocean Viking où on ne sait pas où sont passés ces gens. Voilà. C'est comme l'imam Mickey Hussein, le jour où on le retrouve, il n'est plus là. Voilà.
Donc Darmanin, c'est quand même claque sur claque, fiasco sur fiasco. Entre le Stade de France, Iqiyoussen, et puis là, l'Ocean Viking, où 200 personnes se sont volatilisées dans la nature, il y a quand même un vrai problème. Bon, donc Darmanin, comme d'habitude, il nous fait ses coups de menton. Cet été, il nous dit, bon, on va lutter contre l'immigration, etc. Donc on dit chouette, il nous a entendus. Puis après, on apprend que finalement, la loi ne sera pas votée d'ici la fin de l'année, qu'elle sera remplacée par un débat sans vote le 6 décembre. Okay. Et que seulement après, à partir du mois de janvier, février, mars, on s'occupera de voter cette loi. Sauf qu'il a commencé à faire des auditions. Donc moi, lundi dernier, j'avais rendez-vous avec lui, on était deux, Yohann Gillet, notre collègue du Gard, et moi, plus il y avait monsieur Darmanin et monsieur Dussopt. Voilà, donc c'était vraiment une réunion en tête-à-tête. Et en fait, l'idée, c'était qu'on lui pose des questions sur son projet de loi. Donc moi, j'ai directement mis les pieds dans le plat. Je lui ai dit, du coup, monsieur le ministre, vous dites que vous voulez lutter contre l'immigration, tant mieux, évidemment, cela nous convient parce qu'enfin, on se dit que vous allez nous écouter et écouter 70% des Français qui considèrent qu'il y a trop d'immigration en France. Donc, mes questions sont claires. Je n'ai malheureusement pas vu ça dans votre pré-loi. Est-ce que vous voulez lutter contre le droit du sol? Ah bah non. Est-ce que vous voulez lutter contre le regroupement familial? Ah bah non plus. Est-ce que vous voulez repénaliser le fait d'aider à rentrer et à se maintenir illégalement quelqu'un sur le territoire national? Ah ben non, on va pas faire ça quand même. Donc, du coup, je lui dis, bon, est-ce que vous allez au moins interdire monsieur Cédric Héroux? Vous voyez qui c'est, le grand passeur de migrants, voilà. Je lui dis, est-ce que vous allez au moins interdire des personnes comme lui d'intervenir dans les lycées? Parce qu'il faut savoir que la semaine dernière, monsieur Héroux, il était en Vendée pour parler à des lycéens de tout ce qu'il a fait pour l'immigration. Non mais incroyable. Donc je dis à Darmanin, est-ce qu'au moins vous allez interdire des gens comme lui d'aller faire de la propagande devant nos enfants? Il dit, ah bah non. Je dis, bah du coup, qu'est-ce qui reste? Donc il me dit, oui, mais nous on a fait de grandes avancées. Alors attention les avancées. Je vais vous dire ce que c'est. Alors, oui, c'est à peu près ça. Ouais. Ils ont dit que, en fait, pour renforcer l'intégration, donc avant, quand des personnes voulaient demander un titre de séjour, il fallait qu'elles suivent des cours de français. Et maintenant, ils ont décidé de conditionner l'octroi d'un titre de séjour au fait de réussir un diplôme. Alors, un diplôme de langue française dont le niveau est A1. Alors, s'il y en a qui ont passé le TOEIC, etc., ils voient de quoi je parle. Alors, en fait, ça, c'est... si vous voulez, quand on passe un examen de langue, il y a des niveaux. A1, c'est, vous savez dire bonjour, bonsoir. A2, vous savez parler un peu plus. Après, vous avez B1, B2 et A1, A2. A2, c'est comme nous, on parle, voilà, c'est ça. Donc, en fait, ils veulent faire passer le niveau A1. Mais A1, c'est-à-dire que vous ne savez pas parler français. Et donc, eux, ils présentent ça comme une victoire extraordinaire, le fait qu'il faille plus seulement suivre les cours, mais qu'il faille obtenir ce diplôme qui vous permet de savoir dire bonjour, bonsoir en français, quoi. Voilà. Donc c'est une honte, mais pour eux c'est une grande avancée. Et puis monsieur Dussopt nous a surtout mis en avant donc son idée lumineuse de cette histoire de métier en tension. Voilà. Mais moi j'ai dit, mais en fait du coup votre loi elle ne va pas viser à lutter contre l'arrivée de migrants. Votre loi, en fait, elle va lutter contre les clandestins, pas en les expulsant, mais en les régularisant. C'est ça, en fait, le truc. Et c'est pour ça que j'ai dit dans Boulevard Voltaire, si certains lisent ça, que c'était une escroquerie. Parce que, en fait, c'est une loi qui porte très mal son nom. Et en plus, le gros danger qu'il y a, c'est que la liste des métiers en tension, donc qui ouvrira le droit à une régularisation, est révisable et extensible. Donc vous vous doutez bien que derrière vous allez avoir tout le grand patronat qui va vous dire, et toutes les associations immigrationnistes d'extrême gauche qui vont vous dire, ah ben ce métier c'est compliqué, donc du coup bah oui il faut l'ouvrir, comme ça on régularisera tout le monde. Donc au final, tous les métiers permettront de régulariser, ça va peser à la baisse sur les salaires des Français, évidemment, et ça sera voilà, une voie de plus pour l'immigration. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait la semaine dernière avec Darmanin, et donc on va pas le lâcher, vous pouvez nous faire confiance sur cette loi comme toutes les autres, voilà, on le lâchera pas, mais surtout il faut démasquer ces gens-là qui nous racontent des salades à longueur de journée. Voilà. Donc vous aussi, il faut que vous le fassiez, parce que
Les prochaines présidentielles, voilà, c'est dans 5 ans, mais en fait c'est dans 4 ans et demi, donc ça veut dire que dans 4 ans on commence la campagne présidentielle, et donc on n'a que 4 ans pour réussir toutes les autres élections. Il y a des sénatoriales dans un certain nombre de départements l'année prochaine, il y aura les européennes, évidemment, où j'espère que Jordan conduira la liste avec autant de brio qu'il a fait en 2019. Derrière, on aura les élections municipales, où là, il faudra que chacun s'engage, parce qu'on a besoin de monde pour... avec des personnes avec des convictions, des personnes qui sauront monter des listes ou des personnes qui accepteront de rendre service, de se mettre sur une liste pour qu'on arrive à boucler les listes. Parce qu'il faut vraiment, en fait, chaque fois qu'on pousse une porte d'une mairie, eh bien on aide Marine à pousser la porte de l'Élysée, quoi. Voilà. Parce que ça va arriver très très vite tout ça. Et donc vous, je vous disais, vous avez un rôle à jouer. Là, du coup, j'ai demandé à ce qu'on amène les tracts sur les tables. Oui, il faut que vous organisiez pour aller sur les marchés. Oui, il faut en mettre même dans les boîtes aux lettres, le soir en allant se promener le chien, peu importe. Mais en fait, il faut que les gens sachent ce qu'on fait. Ceux qui ont des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., suivez les cadres du parti, partagez pour faire savoir. Parce qu'en fait, à tout ce que je vous ai dit, j'imagine qu'il y a plein de trucs que vous ne saviez pas. Mais donc, imagine si vous ne les savez pas en étant déjà des patriotes convaincus, adhérents du Rassemblement national, eh bien, imaginez ceux qui suivent, qui n'ont pas le temps de suivre la politique ou que ça n'intéresse pas trop. Comment voulez-vous qu'on amène ces gens-là aux urnes si nous-mêmes, on n'est pas capable de leur montrer ce qui se passe et après de les prendre par la main pour leur dire, écoute, tu ne peux pas te satisfaire de cette situation, viens voter, regarde ce que nous on propose et du coup vote pour le RN. Parce que vraiment, si on ne gagne pas en 2017, voilà, je n'ose même pas imaginer dans quel état sera la France, quoi. Voilà un peu. Alors moi, il faut que je parte. À quelle heure tu m'as dit ? Dans un quart d'heure. On n'aura pas le temps de manger. On fera un doggy bag. Non, mais comme ça, on a un peu de temps si vous avez des questions, parce qu'évidemment, je n'ai pas le temps de tout aborder. Mais j'ai essayé de vous parler de l'actualité un peu chaude pour que vous compreniez un peu mieux ce qui se voit à la télé ou justement ce qui ne se voit pas à la télé. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis bien sûr à votre disposition. Vous dites 4 ans et demi, mais vous savez, ça va être long pour les Français. Ah ben je sais. Même si c'est déjà Je sais. actuel. Ah oui, oui. Ah non, mais là c'est terrible. Enfin, la ristourne, à hein. l'Assemblée pendant 4 ans et demi. On va subir ça, sauf s'il met une dissolution, mais je pense qu'il le fera pas parce qu'en fait il a aucun intérêt, parce qu'il sait très bien que s'il y a une dissolution, c'est pas 89 qu'on sera, c'est beaucoup plus. Hein. Et vos circonscriptions d'ici, je veux dire, vous avez quand même fait un grand chelem dans cette fédération, vous étiez présent au second tour dans les 4 circos, et il y a 2 circos que vous n'avez pas loupé à grand chose. Hein. Donc la prochaine fois, ces circos, vous débrouillez comme vous voulez, mais vous les gagnez, quoi. Voilà. Attendez quand même qu'on se fasse rembourser les campagnes pour qu'on reparte. Ça arrive. On va bien falloir que ça s'arrête quand même, cette histoire. Alors le 49.3, en fait, ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent sur les textes budgétaires. Mais il y a quand même beaucoup de textes budgétaires. Là, il y a le projet de loi de finances, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le projet de loi de finances rectificatif, le projet de loi de finances de sécurité sociale rectificatif. À chaque fois, il y a la première lecture, la deuxième lecture, etc. Donc en fait, des 49.3, ils peuvent en mettre plein. Sur tous les textes budgétaires, c'est illimité. Et après, ils ont droit à un par an. Voilà, mais du coup ça va être... donc malheureusement ils n'ont pas fini de nous en mettre du 49.3, voilà. Mais c'est sûr que pendant 4 ans et demi ça va être très long pour les Français. Nous ça fait, donc vous savez qu'on demande depuis très longtemps la baisse de la TVA sur carburant, électricité, énergie, fuel, etc. Pour l'instant ils ne veulent pas le mettre en place, mais bon là ça y est, la fameuse ristourne très généreuse c'est terminé, donc ça veut dire que faire son plein ça recoûte cher, il fait froid partout, les gens ne mettent pas leur chauffage chez eux parce qu'ils ne peuvent pas payer les factures d'électricité. Je pense que c'est pareil chez vous, mais chez moi j'ai des entreprises qui me disent « Edwige, mon entreprise elle a 10 ans, 20 ans, 30 ans, elle a toujours bien fonctionné, c'est-à-dire elle ne fait pas l'objet d'une mauvaise gestion, mais je ne peux pas payer ma facture d'électricité qui a explosé et donc je vais finir par mettre la clé sous la porte. » Voilà. Mais là, le gouvernement ne nous entend pas. Alors, mais nous, c'est ce qu'on veut, exactement, c'est ça qu'on veut. Mais nous, on l'a demandé tout le temps. Exactement. Il y a plusieurs pays qui ont fait comme ce qu'on veut faire, c'est-à-dire nous sortir du marché européen de l'énergie, et il y a d'autres pays qui ont fait aussi ce qu'on veut faire, c'est baisser la TVA. Mais en fait, si vous voulez faire ça, ça ferait qu'ils nous donneraient raison. Et comme ils s'en foutent des Français, pardon de le dire comme ça, mais c'est vrai, ils s'en fichent, eh bien, ils préfèrent avoir tort et nous faire souffrir plutôt que nous donner raison. C'est ça le truc. Et pareil pour les collectivités, je pense que c'est partout pareil, mais chez moi, j'ai des piscines qui ont fermé, des illuminations de Noël qu'on met plus, on éteint la lumière la nuit parce qu'en fait, on ne peut plus payer, quoi. Voilà. Mais
vous vous rendez compte dans l'état de tiers-mondisation de la France dans lequel on est en train de s'enfoncer, quoi. Juste à cause de politique. C'est ce que j'ai dit aux journalistes tout à l'heure. C'est pas le résultat d'une fatalité. C'est parce qu'ils ne veulent pas mettre en application un certain nombre de mesures qui pourtant ont fait leur preuve dans d'autres pays. Moi, je voudrais insister sur un fait, comme vous parlez d'électricité, que les villes n'ont plus les moyens de payer. Donc, à partir de certaines heures, ils ferment les... Oui, les complexes sportifs, les tout lumières, ça. les lumières. Ah oui, et puis les lumières. Sur la route, Oui. il n'y a plus de tracés au sol maintenant. Bah oui, c'est ça. Hormis les anciens tracés. Oui, je sais. Pour se diriger s'il Non, mais s'il il fait nuit. y a une vraie casse du service public et tout ceci va avoir des répercussions tragiques. Parce que nous, Gaulier, à 51 km/h retenu pour... Oui, je pour sais. nous faire Ouais. payer. Ah, mais ça, les radars, ils marchent. Ah, il y a du jus pour les alimenter, ça, les radars. Ça, c'est la sécurité qui rapporte, mais la sécurité... Ce serait pas rentable de payer du jus pour la Parce qu'il faut mettre quand même des tracés au sol. C'est important. Non, mais, Quand il y a du brouillard. Mais nous, on sait tout ça, hein, mais en fait, je vous dis, ils sont enfermés dans leur mauvaise foi, dans leur idéologie. Là, vous savez, demain, en fait, pourquoi je vais visiter la centrale nucléaire de ma circonscription demain à 7h30 ? C'est parce que demain après-midi à Paris, on va commencer à étudier le projet de loi sur les énergies dites renouvelables, notamment les éoliennes. Et je sais que vous êtes concernés ici. Donc là, vous pouvez compter sur les députés du RN. Nous, on sera là pour nous opposer à tout ce qui permettra de faciliter l'implantation d'éoliennes. Ça, vous pourrez vraiment compter sur nous. Il n'y a que vous qui... Ah, mais il n'y a que nous, c'est sûr, parce que les écolos, ils sont tous d'accord, les macronistes, et bah, du coup, c'est les grandes entreprises, donc ils sont contents, et comme les LR, ils sont pas là, bah, voilà. Donc, du coup, non, mais les LR, c'est vraiment horrible. Je fais juste un petit truc sur les LR, et puis après, les LR, je vous dis, donc en fait, ils sont vraiment jamais là, mais en plus, ils n'ont pas de coordination. En fait, ils sont juste à côté de moi, donc vous savez, donc moi, j'ai une travée à côté de moi, et juste à côté, c'est les LR. Et il y en a qui sont très sympas. Et il y en a, je me dis, bah, faudrait qu'ils viennent chez nous, parce que franchement, quand ils sont là, ils pensent comme nous. Mais il y en a d'autres, vraiment, mais ils sont pas du tout coordonnés. C'est-à-dire que, des fois, en fait, il y en a qui disent « Ah ben ouais, alors là, il faut aller vite parce qu'il y a un amendement qui arrive. » et du coup, ils disent « Ah ben, alors ils se retournent entre eux. » Moi, je les entends parce que je suis juste à côté, donc j'écoute. Ils disent « Ah ben là, on fait quoi ? » Puis ils se retournent vers nous et nous disent « Ben vous faites quoi, vous ?» Ben nous, on a quelque chose qui s'appelle une réunion de groupe le mardi matin. Et puis on a une personne qui s'appelle Marine Le Pen, qui est une présidente de groupe et qui nous dit ce qu'on vote. Donc on leur dit « Ben nous, on vote contre, par exemple. » Et ils se retournent et disent « Bah oui, ils votent contre, hein. Ah oui, ça fait quoi, alors ?» Non mais voilà, ces gens-là, mais il faut que vous le sachiez, quoi. Voilà, il faut que vous le sachiez. Et d'ailleurs, même au conseil régional, hein, je pense que c'est pareil chez vous, ils votent tout avec la majorité. Hein. Ah bah non, vous, c'est les majoritaires. Ouais, c'est les LR, mais ils se comportent comme des Oui, c'est ça. macronistes, hein. Tandis que Voilà, nous, c'est des macronistes, socialistes, mais ils veulent la région est dirigée par des socialistes, mais le petit groupe LR du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine vote tout comme les socialistes. Voilà. Donc, avec les verts. avec les verts, avec les cocos, avec tout le monde. Voilà. Voilà. Pas de dissolution, parce que les LR, à chaque fois, s'ils vont voter l'amendement contre... Oui, mais exactement. D'ailleurs, ils n'ont jamais voté un 49.3, les LR, parce qu'ils savent très bien que... Ils vont être élus derrière. C'est sûr que là, tout le monde sait qu'ils sont absents. Donc forcément, c'est pas à leur honneur, quoi. Voilà. Voilà. Alors, peut-être s'il y a une dernière question, sinon... Est-ce qu'on sait déjà ce qu'on va proposer dans la niche parlementaire ? Alors oui, tout n'est pas tout à fait déterminé parce que ça va dépendre aussi de l'actualité de dernière minute. Mais il est évident qu'on va faire des propositions sur le pouvoir d'achat. Donc on a une proposition de loi notamment sur quelque chose qui nous concerne tous, c'est la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Alors, désolé, c'est pas très sexy, mais c'est un problème parce que je pense que tous ceux qui payent leur taxe foncière savent qu'elle est comme ça. Hein. Voilà. Et donc surtout qu'on n'a pas du tout de service public en plus en face. Plus on trie, plus on paye. Il y a quand même un problème quelque part, quoi. Donc on va proposer ça. On va certainement mettre un texte pour lutter plus efficacement contre les violences conjugales. Parce que ça, c'est un vrai problème aussi et qui n'est pas du tout pris en main. On aura vraisemblablement, alors je ne sais pas si vous êtes concernés dans la région, mais une loi pour supprimer les ZFE. Les zones à faible émission, ouais, pour les conducteurs, ça. Voilà, ça vous avez ça. Pas les Vosges, Strasbourg. mais Strasbourg, Metz. Ok, voilà, Strasbourg, Metz, Reims aussi. Vous avez ça Nancy aussi. Ouais, Ouais, Nancy, Reims, voilà. oui, mais c'est Reims, Donc c'est tout le monde sait ce que c'est pas la peine que j'explique. Ouais, voilà. Donc du coup, nous en fait, on veut supprimer ça parce que clairement, c'est encore de l'écologie punitive, c'est encore du racket fiscal des automobilistes. Enfin, pardon de le dire, mais les automobilistes, le carburant, c'est devenu trop cher.
Les conseils régionaux, je pense que c'est pareil chez vous que chez nous, ils ont encore augmenté le prix du cheval fiscal. On fait que payer des radars. On a des routes, comme vous disiez, centre et blanc avec des nids de poules. Le prix des péages, ça fait qu'augmenter. Et en plus, maintenant, on va nous dire, comme on n'a pas de sous pour changer notre voiture, que notre voiture, elle est trop vieille, donc on ne peut pas rentrer dans les villes propres. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on peut... Qu'est-ce que c'est que cette discrimination, quoi. Donc ça, voilà. Donc ça, on va le proposer. Le contrôle technique des motos, tout à fait. On s'est élevé d'ailleurs dessus. Et moi, j'ai une manifestation dans mon département des trucs des motos, j'y vais là. On Bientôt. l'a Je vu sais plus quand, mais, à Nancy. Oui, À Nancy, il y en avait hier, mais je ne pouvais pas parce que je faisais des marchés de Noël sur ma circonscription. Voilà. Mais oui, la photo avec le Père Noël, c'est important. Donc voilà, mais ouais, on est mobilisés là-dessus. Voilà. Et que pensez-vous des... Enfin, Est-ce que quelqu'un peut préparer un doggy bag? Ouais. Pendant la dernière question. je travaille avec des gens turcs, marocains, Oui. tunisiens, etc. Donc je les côtoie professionnellement et de manière personnelle. Ils sont assez bavards D'accord. eux-mêmes. Et j'ai eu connaissance d'un petit filon. Quoi? Le rapatriement de mari de là-bas et contre moyennant une belle somme d'argent, entre 12 et 15 000 euros, pour se faire épouser par quelqu'un qui a la nationalité Oui, française, mais oui. pour un divorce ensuite, et après Des papiers. regroupement Voilà, ça, c'est ça. familial C'est que ça. vous avez évoqué Oui. tout à l'heure. Oui, mais en fait, on... Là, il y a une belle filière. Oui, exactement. Énorme. Alors, il y a une belle filière, comme vous dites, et précisément à l'occasion de cette loi immigration, ça va être, ça va être l'occasion pour nous de demander des comptes, de poser des questions, même si je vous dis que finalement, dans leur loi, il n'y a pas grand-chose, parce qu'à part le niveau A1 et les métiers en tension, il n'y a pas grand-chose. Mais au moins, ça va nous permettre de poser des questions sur ces sujets-là et de mettre en lumière le lien entre certaines ONG et les passeurs. Eh oui, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du réseau derrière. Parce que pour quelqu'un qui veut venir, qui doit rencontrer quelqu'un sur le territoire, etc., tout ça, c'est une filière très organisée qui se fait au détriment de notre générosité, de la solidarité des Français, parce que nous, toute cette solidarité, elle a un prix, tout ça, ça nous coûte cher. Et derrière, c'est pour qu'il y ait des passeurs qui s'en remettent plein les poches. Et au final, qu'en plus, qu'on n'a rien à offrir à ces gens-là, quoi. Voilà, on n'a rien à offrir à ces gens-là. Et même, je vais vous dire, on crée les conditions de la détestation. J'ai été visiter un centre de rétention administrative il y a 15 jours dans mon département. Et donc, en fait, j'y suis allée. Vous savez, ça fait partie des droits que les parlementaires ont, d'aller visiter des prisons et des centres de rétention administrative. Et du coup, j'ai pu parler avec Ils n'ont pas voulu me dire d'où ils étaient. Ils viennent de nulle part. Je dis, vous êtes de quel pays? Ah ben, on sait pas, on sait plus. Bon, voilà, donc déjà, ils nous racontent n'importe quoi. Et donc, le mec, il me dit, oui, mais moi, du coup, je suis arrivé en France à 13 ans, sous un camion, et puis, aujourd'hui, on veut m'expulser chez moi, etc. Mais moi, j'ai pas envie de retourner en Algérie. Je dis, ah ben, vous êtes d'Algérie, alors? Il me dit, oui, mais l'Algérie, c'est compliqué, il y a la guerre. Je dis, bah non, il n'y a pas la guerre en Algérie. Il me dit, oui, mais c'est la misère, c'est la mafia. Et en fait, comme je lui posais des questions et qui était coincé, il s'est barré, il m'a dit, je déteste la France. Écoute, mon gars, j'espère vraiment que tu vas te renvoyer chez toi. Mais enfin, voilà, quoi. C'est horrible, hein, c'est horrible. Hein. En fait, on peut pas... J'essaye de dire tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait. Ceux qui ont Facebook et Twitter, allez suivre ma page, parce que j'essaye vraiment de communiquer le plus possible, mais on peut pas tout dire, tellement il y a de trucs à dire, quoi. Mais bon, voilà. On peut faire quelques photos, si vous voulez. Et puis après, voilà.